Yippee motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Troisième incursion dans les terres du cinéma tamoul, plus précisément, plus que le cinéma indien, puisque pour cette troisième émission consacrée au cinéma populaire indien, on retraite à nouveau un film tamoul après Rétro de Kartik Subbaraj et Coolie, le dernier film en date du réalisateur Lokesh Kanagaraj. Et donc ce soir, ce sera Bison de Marie Selvaraj. Et à cette occasion, je suis encore bien entouré avec Manuelas. Bonsoir Manu. Salut Olivier. Et notre acolyte, désormais, acolyte spécial de ces émissions, Logan Boubadi, donc ancien de Madasia et de Mad Movies, qui aujourd'hui travaille notamment sur un livre consacré au cinéma tamoul. Et tu as aussi des activités de distribution apparemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Logan? Bonsoir Logan. Bonsoir Olivier, bonsoir Manuel. Oui, en fait, je travaille, en fait. Je distribue pas directement, je travaille étroitement avec Étienne Dubaï, donc gérant de la société de distribution Night des films. C'est un ami d'enfance, voilà, qui est voilà un grand ami de ma famille, voilà, avec qui on s'est beaucoup rapproché il y a quelques années, on s'est retrouvés et il s'avère que Étienne, voilà, se lançait en 2012 dans l'aventure de la distribution, mais de films indiens. Un tournant en fait dans l'histoire de la distribution de films indiens en France. Je me suis joint à Étienne dans les années 2010, en 2012 en fait, hein, son premier film qui s'appelle A Dirty Picture, qui est sorti voilà en 2012, sachant que l'idée de Night des films, c'était un peu de d'amener une ligne éditoriale un peu autre sur le cinéma indien, montrer aussi bien des blockbusters hyper commerciaux, donc hyper masala en fait, hein, dans la tradition du cinéma masala, hein, comme les inconditionnels connaissent, et montrer aussi bien aussi des films moins connus, plus indépendants et qui regroupent voilà toutes les industries régionales qu'on connaît aujourd'hui en fait. Et donc j'ai rejoint Étienne Dubaï dans un but de fédérer, de démocratiser ce cinéma. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est hyper gratifiant en fait, voilà, à travers cette société, de sortir des films comme Bison, qui sont des films essentiels, comprendre en fait l'évolution actuelle du cinéma indien. Ok, parfait. Donc ce soir, on va parler du film Bison, Kalamadan de Marie Selvaraj, sorti au cinéma pour Diwali. Est-ce que tu peux nous présenter qui est Marie Selvaraj et sa place dans le cinéma de Hollywood et à quel type de film on a affaire avec Bison? Marie Selvaraj est un cinéaste qui est arrivé disons il y a quelques années. Il a fait une percée incroyable dans le cinéma tamoul en 2018 avec son premier long métrage intitulé Pariyerum Perumal, un premier film et premier hit avec de belles personnes derrière le projet, hein, parce que le film a été lancé grâce à un autre grand nom du cinéma tamoul qui est Paranjit, réalisateur aussi qui est très très impliqué dans la problématique castéiste sur voilà le système des castes et la condition des Dalits. Qui dit Dalit, je précise en fait pour ceux qui connaissent pas, les Dalits sont les intouchables. C'est ça, la quatrième caste? Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est vraiment en termes de caste, en fait, c'est la plus basse des castes, en fait. Ouais. Et Ranjit est donc issu de de ces basses castes et qui, lui, grâce à son art, en fait, a réussi à vraiment évoluer et chose qui n'était pas évidente à son époque, parce que vraiment, il y avait vraiment des barrières et il y avait une élite, en fait, dans le cinéma qui était une élite brahmanique, en fait, hein. C'était les brahmanes qui pouvaient accéder plus facilement à des postes clés et dans l'art aussi, dans le cinéma, le 7e art. On avait beaucoup de gens issus de la caste brahmanique, Donc, qui est hein. la première caste. Les prêtres. Enfin, ceux, à l'origine, les prêtres. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est voilà là du coup on est dans les hautes castes et du coup c'est eux qui avaient une certaine hégémonie en fait et ils dominaient en fait plusieurs domaines et donc le cinéma aussi. Et du coup, le fait qu'il y a des artistes en fait issus de la communauté dalit qui commencent
à sensibiliser des grands artistes. Du coup, il y a eu comme une révolution et Ranjit fait partie de ces acteurs, importants, en fait, qui ont chamboulé, en fait, tout le système et qui ont réussi, grâce à leur art, en fait, à leur talent, à rassembler, à fédérer et aussi à ramener à leur cause, en fait, des grands artistes, en fait, qui, voilà, travaillaient forcément avec, les plus connus et là, d'un seul coup, ils se sont dit: «Bah, tiens, on va» il y a quand même des artistes incroyables, en fait, qui veulent se faire connaître, laissons-leur une chance et du coup, Ranjit faisait partie de ces gens et il a commencé à travailler avec des acteurs, voilà, connus, en fait, là, je parle du producteur, hein, je parle pas de Marie Selva, je parle toujours de Ranjit. Là où il y a eu une percée incroyable, c'était en 2012 avec, Madras, en fait, où il a tourné un film qui est vraiment qui était très porté sur la question castéiste et sur, la division, communautaire, sur, voilà, sur, les tensions qu'il peut y avoir dans un quartier, suite à, en fait, à l'appartenance castéiste. Il a fait un film vraiment qui était, à la fois commercial, mais qui avait, aussi, enfin, voilà, une espèce de subversion, en fait, dans le discours et ça a vraiment, créé quelque chose, un engouement, une envie de pouvoir, faire ce type de production et ça a fonctionné, le film a cartonné. Dedans, il y avait une star, il y avait Karthi, le frère de Surya Sivakumar, en fait, que voilà, tout le monde connaît, et Karthi qu'on connaît aussi parce que voilà, il a incarné Dilly dans Kaidi, en fait, de Lokesh Kanagarach. Et de là, en fait, Ranjit est devenu une espèce d'ambassadeur, en fait, de la cause Dalit. Et ce qui a vraiment chamboulé tout ça, en fait, c'est le fait que après Medjas, il s'est retrouvé sur, un film avec une grosse star et pas n'importe laquelle. Il s'agissait de Rajinikanth, superstar Rajinikanth, hein, star ultime en fait, hein, en Inde. Dont on a parlé la fois dernière, ouais. Exactement, on en a parlé dans le dernier podcast, transmission, à l'occasion de la sortie de Coolie. Ranjit s'est retrouvé à réaliser un film avec superstar Rajinikanth qui est venu le chercher et de ces discussions est né, voilà, ce film Kabali qui a un peu, du coup, aussi chamboulé la carrière de Rajinikanth parce que, on avait un personnage qui était un peu plus mature par rapport au personnage qu'il avait incarné précédemment et du coup, on avait, la figure mafieuse au grand cœur, le parrain qui rallie, les gens à sa cause, mais qui aussi, qui est prêt en fait comment dire? Représenter les plus démunis et donc il y avait toutes ces thématiques en fait qui pouvaient, voilà référer, immédiatement en fait à la cause Dalit, à la cause des gens en fait qui étaient complètement, écrasés par le système en place et donc du coup Kabali est un gros succès et qui, amène tout de suite en fait la suite. Il va tout de suite tourner, un autre film avec, Ranjit tourne un autre film avec, Rajinikanth juste derrière et ils font Kaala. Kaala, pareil, un film, qui parle, voilà, d'une figure emblématique qui va, être le porte-parole, en fait, des plus démunis, des gens qui sont oppressés et là, dans Kabali, en fait, on le f le l'action, enfin, toute la narration est centrée sur la Malaisie, sur les Tamouls, les immigrants tamouls, en fait, qui vont en Malaisie pour, travailler, chercher le salut et qui sont, exploités par, les grandes figures, castéistes là-bas sur place, en fait, les patrons et tout. Donc voilà, donc ça, c'est en Malaisie. Mais dans Kerala, on revient en Inde et on situe l'action dans les bidonvilles du côté de Mumbai. Donc, notamment le plus grand bidonville, en fait, dans le nord de l'Inde qui s'appelle Dharavi. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés là-bas, notamment, voilà, pour ceux qui connaissent, La Cité de la joie de Roland Joffé, tiré de ce roman très connu de Dominique Lapierre. Donc voilà, donc là, on a une figure pareil, représentant du peuple, représentant de la cause Dalit, des intouchables, incarné par, Rajinikanth et encore une fois, là, c'est un rôle à l'opposé de ce qu'il avait fait auparavant. Donc là, du coup, on voit 2 films coup sur coup, en fait, où, Rajinikanth est là, en fait, en train d'incarner un personnage qui défend la couche, Dalit, la couche populaire et donc c'est hyper intéressant. Ranjit monte en puissance suite à ces 2 expériences. Il crée sa structure, en fait, qui est Nilam Productions. Nilam Productions qui devient, du coup, la société, par excellence qui, du coup, représente, la cause Dalit
et à partir de là, en fait, là, il y a plein de films qui sont produits, des petits films avec des petits budgets où, voilà, on est là en train d'essayer de parler de toutes les représentations possibles de la cause Dalit avec, toutes les problématiques, dans le milieu urbain, que le milieu rural surtout. Et grâce à cette structure, il va aller chercher d'autres cinéastes, d'autres producteurs, d'autres acteurs, en fait, qui veulent se rallier à sa cause. Et parmi ces gens qui, voilà, qui sont là pour, voilà, représenter toutes ces problématiques, il y a notre Mari Selveraj qui, à cette époque, n'est qu'un modeste assistant réalisateur pour un autre réalisateur qui a aussi beaucoup de choses à revendiquer. Donc à cette période, avant de faire son premier long métrage, donc Palierum Peremal, Mari Selveraj était l'assistant réalisateur d'un réalisateur qui se nomme Ram. Et Ram a fait des films qui ont été très plébiscités aussi pour leur charge sociale et sur le caractère identitaire aussi de personnages qui se recherchent aussi dans une espèce de quête sociale, identitaire, et essaient de se retrouver un peu dans tout ce marasme en fait religieux, social et tout. Et donc c'est des films qui sont très forts en fait en termes de comment dire? De thématiques. Il y a une certaine violence en fait qui apparaît aussi, qui montre des personnages aussi qui sont obligés de passer par des étapes violentes en fait pour pouvoir s'exprimer parce que la violence en fait, la quête identitaire amène une certaine violence parce que pour pouvoir se faire entendre, ben, on passe par des actes violents parce que sinon on est broyé par le système et d'une manière violente aussi. Donc il faut répondre par la violence. Donc on retrouve ça dans le cinéma de Ram et on va retrouver ça dans le cinéma de Mari Selvaraj. Mari Selvaraj qui est donc de Dalit lui aussi? Oui, oui, tout à fait, oui. Il fait partie des basses castes et tout. Surtout, en fait, ce qui est hyper intéressant dans la vie de Mari Selvaraj, c'est que il est originaire d'un village qui s'appelle Pouliankulam. Et Pouliankulam, en fait, est situé dans l'état du Tamil Nadu, hein, parce que là, on parle du cinéma tamoul. Ce qui est assez particulier dans ce village, c'est que il y a presque une espèce d'ADN, en fait, lié au 7e art. Parce que dans ce village, en fait, quand il y avait un mariage ou un événement, assez important, genre un baptême, enfin ou un anniversaire, il était toujours question du cinéma dans ces événements. C'est-à-dire qu'il parlait du dernier film, sorti, pourquoi ce film était important, qu'est-ce qu'il avait comme impact ce film. Il y avait toujours quelque chose qui, liait les habitants de Pouliankulam, en fait, au 7e art. Et parmi ces habitants, il y avait donc le jeune Mari Selvaraj qui, du coup, lui aussi a été piqué par cet engouement, cette folie autour du 7e art, et il s'est dit: «Ah, bah, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de devenir acteur». Au départ, il voulait devenir acteur, donc il a commencé à faire les démarches, il a commencé à travailler pour devenir acteur. Bon, voilà, ça a pas marché. Il s'est retrouvé, assistant réalisateur pour Ram, et c'est là où il a beaucoup appris et il a compris que, il y avait un travail là-dessus, il y avait une responsabilité aussi à travers, le fait voilà, de raconter ces histoires qui sont liées en fait à leur culture, à leur représentation géographique, religieuse et autres et tout. Et donc il a beaucoup appris. Il a fait 2-3 films avec Ram, et du coup, il s'est dit: «Voilà, il faut que j'aille voir en fait, les porte-parole en fait de la cause Dalit», donc à l'époque Paranjit et sa structure Nilam Productions, et il va aller se présenter. Il va dire: «Voilà, j'ai une histoire, ça parle de l'éducation, ça parle de ces étudiants Dalit qui se battent pour, exister et exister via l'éducation. Voilà, j'ai envie de raconter cette histoire. Est-ce que tu veux m'aider, Ranjit?» Ranjit lui dit: «OK, allons-y, on le fait pour un budget moindre, tu seras pas payé dessus». Il est pas payé, il accepte, et ils le font pour un tout petit budget, et derrière, en fait, le film est un gros succès. Un succès au point que le film a connu cette année un remake du côté de Bollywood même. Exactement, tout à fait, ouais. Ça engendre non seulement, bah, un remake là, récent, mais avant ça, en fait, ça engendre beaucoup un engouement autour du cinéma, Dalit, en fait, hein. C'est ça, en fait, c'est que, du coup, le film est un succès. Il montre aux producteurs que ce cinéma, voilà, engagé et qui revendique des choses, peut ramener des sous, et donc les gens se disent: «Ah, tout de suite, c'est la machine à sous,
Et donc, Marie Selvaraj va bosser juste après, juste derrière, va bosser avec des grands noms du cinéma indien, mais pas forcément des gens qui étaient impliqués en fait dans la cause Dalit et dans la représentation des Dalits au cinéma et dans la société. Donc du coup, il y a une histoire de gros sous derrière, de marketing, de voilà. Et donc, il va rentrer dedans, mais il est très malin, Marie Selvaraj, parce que après avoir travaillé avec Ranjit sur son premier film, avec son deuxième film, il va travailler avec un grand nom du cinéma, très connu aussi pour avoir fait des films très commerciaux, un producteur nommé Danu, donc sa boîte est V Creations, et il va réussir à faire un film comme Karnan. Karnan, un film avec Danush, donc aussi l'un des grands noms du cinéma tamoul actuel. C'est Et c'est dé c'est déjà un acteur très installé à l'époque, Danouche? très, très installé en fait, hein, qui a déjà fait des gros films et qui, non seulement est acteur, mais aussi producteur. Parce que via sa boîte, de production Wonderbar, a produit aussi, des films qui ont fait sensation et qui sont même allés jusqu'aux Oscars indiens, les fameux National Awards. Il a produit un film comme Kakamute. Littéralement, en fait, on pourrait, traduire ça comme Kakamute, en fait, c'est les œufs de corbeau. Il a fait un film qui, voilà, qui a gagné des prix aux Oscars indiens. Et donc Dhanush est une figure emblématique du cinéma, tamoul, même indien, en fait, à ce moment-là, en fait, avant de travailler avec, Marie Selvaraj. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est aussi le gendre de Rajinikanth. Donc ça aide aussi à se faire connaître, à être aussi, un nom important dans l'industrie. Et Dhanush est très malin parce qu'il arrive à un peu pirater le système parce qu'il arrive à proposer, à travers tous ses projets, des films très commerciaux avec lui, en fait, des films, voilà, qui parlent en mode comédie musicale, avec un petit contexte social, mais très léger. Et il peut aller dans des films très extrêmes, en fait. Et il produit notamment le film de Vetrimaran, du réalisateur Vetrimaran, un film qui s'intitule Visarne, qui est sorti sur Netflix en France, sous le titre L'Enquête, et qui est un film qui relate des bavures policières d'une extrême violence, quoi. Et ça, c'est produit par Dhanush. Et c'est quelqu'un qui va aller chercher des talents, qui va aller chercher voilà, des réalisateurs qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont capables d'aller très loin dans le traitement des sujets sociaux, des sujets enfin, sociétaux, voilà, des choses dont on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma tamoul. Et Dhanush, quand il voit Paliero Perumal de Marie Selvaraj, pour lui, c'est un déclic. Il se dit: «Waouh, il faut que je travaille avec lui», et donc paf, il va le chercher et il lui dit: «Je connais un producteur, Danu, même s'il fait des films commerciaux, si je l'embarque dans le film, il va venir parce que je suis là», et c'est ce qui arrive. Ils arrivent à monter, Karnan. Karnan qui a des allures de drame rural, enfin, parce que le drame rural, en fait, a un aspect très commercial aussi à une certaine époque, parce qu'en fait, il y a des codes bien précis avec, des chansons. On essaye de montrer le côté, castéiste, mais d'une manière, très iconique et tout, alors que c'est pas représentatif en fait de comment dire? De la population qui est invisibilisée. Et là, du coup, lui, il dit: «Attention, faisons un drame rural comme tu sais le faire, et on va aller beaucoup plus loin en fait. On va montrer non seulement les tensions entre les villages, les comment dire? L'agressivité qu'il peut y avoir entre les hautes castes et les basses castes de village à village, avec, la manière belliqueuse de venir, attaquer en fait les plus démunis. Et en même temps, en fait, dans le lot, on va aller encore plus loin, en fait, on va aller, montrer aussi comment les autorités, en fait, réagissent par rapport à ce conflit. Et là, dans l'histoire, on amène les policiers qui viennent, comment dire? S'impliquer dans le récit, mais avec, leur lot de corruption, de comment, voilà, ils perçoivent en fait, les populations selon leur, la caste et tout. Et Karnan va tellement loin en fait dans ce côté bavure policière, parce qu'on a carrément un climax qui est juste phénoménal, où on a carrément un régiment de policiers qui prennent d'assaut un village. Et avec la volonté de massacrer toute la population, c'est Ah assez ouais. hardcore, hein. C'est phénoménal en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait pas voir en France, en Europe, en Occident, quoi. C'est quelque chose, voilà, qui aurait été tout de suite,
réprimandé et tout. Et là, on le voit dans un film comme ça qui sort en période estivale. C'est incroyable en fait. C'est un film voilà qui aujourd'hui est vraiment considéré comme culte. Et qui a en Et plus une forme de récit mythologique, en fait, dans la manière dont tout le récit est appréhendé. C'est pas juste un drame rural, d'une certaine manière, qui dénoncerait les violences policières de manière réaliste, telle qu'on pourrait l'appréhender de par chez nous, j'ai l'impression. Il y a vraiment toute une dimension mythologique autour du personnage incarné par Danouche et de cette violence systémique qui est passionnant aussi dans justement la manière très particulière qu'a Salvérage d'approcher ce type de récit. oui, tout à fait, parce que là, les codes justement du drame rural, c'est aussi amener toute la question religieuse. Et les villages en fait sont régis par des codes bien précis parce que ils ont des divinités, plusieurs divinités. Hein, on n'en parle pas d'une seule en fait. C'est plusieurs divinités qui sont des divinités protectrices en fait, avec un totem en fait qui est souvent en fait à l'entrée du village. Il y a toujours une espèce de voilà, une démarche où en fait ils vont aller, vénérer leur dieu pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Donc il y a le folklore religieux est très présent, il est très symbolique, très marqué et il y a toujours ce parallèle en fait avec les événements, enfin tout ce qui se passe dans le village et puis, tout ce qui est en dehors du village parce que du coup ça a un impact, parce que le village d'à côté va vénérer une autre divinité, eux ils vont vénérer cette divinité, donc il y a incompatibilité aussi là-dessus. Et du coup, c'est des choses très marquées dans le drame rural. Et là, on le voit très bien aussi dans le cinéma de Marie Sévérage. Dans Carnan, c'est très marqué aussi. On le voit dans les chansons, on le voit aussi en parallèle avec les scènes d'une certaine violence et tout, quand il est embarqué par les flics et il se fait tabasser dans leur véhicule. Et derrière, en fait, on voit une espèce d'abstraction derrière avec une mise en scène qui fait beaucoup penser en fait au théâtre en fait, théâtre de masques et tout, parce qu'on voit des gens avec des masques en fait qui sont voilà très ancrés dans l'hindouisme. Mais là en fait la mise en scène fait beaucoup penser Ouais, du théâtre no presque. oui au théâtre de No et puis ce qu'on peut voir aussi à Bali en fait, hein, le théâtre de masques de Bali et tout. Et c'est incroyable du coup parce que tout passe par les gestuels, la chorégraphie et la musique qui évoque beaucoup donc comme tu viens de le dire, le théâtre de No japonais et puis bah, Bali en fait forcément parce qu'il y a une influence hindouiste à Bali, voilà très marquée dans le sud de l'Inde en fait, hein, dans l'hindouisme et tout. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, de voir le parallèle qu'on peut voir entre les bavures policières et l'invocation de divinités pour venir porter main forte en fait aux plus démunis, aux plus faibles qui sont victimes d'injustice, qui sont victimes de voilà de cette violence extrême. Et du coup, Carnan, c'est beaucoup ça en fait, hein, on le retrouve et tout. Et puis il y a aussi la figure guerrière en fait, hein, comme on peut le voir au début du film où il y a tout un rituel où Danouche doit aller pêcher, en fait, doit aller sauter dans l'eau pour aller récupérer une espèce d'épée. En fait, là, du coup, il y a, enfin, ça fait penser à beaucoup d'autres, comment dire, De récit de chevalerie. on peut passer au roi Arthur, par exemple, on peut à d'autres cultures, en fait, hein. Et du coup, c'est hyper riche. Et Marie est beaucoup dans la symbolique, hein. C'est un cinéaste qui, voilà, quand on le voit, en fait, il a l'air très simple, en fait, très modeste et tout, mais quelqu'un de très instruit qui sait aller chercher, en fait, toutes les références à beaucoup de croyances, beaucoup de mythologie, beaucoup de culture et tout. Et il amène ça aussi dans son cinéma. Et du coup, deuxième film après Parium Perumal, Carnan, c'est un carton complet. C'est vraiment la confirmation d'un cinéaste qui est en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de ses thématiques, qui est capable de pirater le système en fait en faisant croire qu'il va faire un film commercial. Et en fait il fait un film très subversif qui va loin dans ses thématiques et qui va loin aussi dans ce qu'il veut montrer quoi en fait, avec un climax qui est assez brutal. C'est assez incroyable parce que du coup c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu voir dans les années 80, 90, même les années au début des années 2000. Et du coup il va quand même réitérer, même si en fait il va faire son film le plus commercial. Son troisième film va être son film le plus commercial, Mamanan, un film qui, contre toute attente, va donner le rôle principal à un acteur en fait qu'on n'aurait jamais soupçonné dans un tel rôle en fait, qui est Val Ivell.
Valivel qui était connu en fait, dans le cinéma tamoul dans les années 90 comme un acteur comique, un espèce de sidekick d'acteur comique, qu'on voyait, avec, d'autres, grandes stars. Voilà mais qui était là juste pour le cachet comique en fait, hein. Il était pas là pour, autre chose en fait, hein. On pouvait pas attendre, ne serait-ce qu'une once de valeur, dramatique derrière et tout et là, on lui offre un rôle sur mesure, dans l'industrie. En fait, personne ne pouvait, soupçonner qu'il avait, une telle maturité, une telle, capacité à incarner un personnage, aussi dramatique, aussi intense et il offre ce rôle principal à Valivel. Mais face à lui, en fait, il y a, donc, cet acteur qui est Udayanidi Stalin, qui est un acteur, qui évolue dans le cinéma tamoul, mais qui est surtout connu parce qu'il fait partie d'une des plus grandes familles, politiques du Tamil Nadu et en fait, c'est le petit-fils de cette figure emblématique, à la fois cinématographique et politique, qui est Karnanidhi. Et Karnanidhi, voilà, c'est un peu une figure emblématique parce que, assez ambiguë en fait dans le cinéma, qui a incarné à la fois, des valeurs, progressistes et en même temps en fait, une certaine, conception en fait de la corruption avec, beaucoup d'affaires de corruption à son actif et tout. Donc voilà, grande famille politique. Udayanidi Stalin joue face à Valivel dans Mamanen, troisième film de Mari Selvaraj. Et il faut savoir que Mamanen, en fait, est produit aussi par ce même acteur, donc Stalin, Udayanidi Stalin, via sa boîte Red Giant Pictures. Et c'était aussi une manière de finir en beauté parce que Udayanidi Stalin est sur le point de quitter le cinéma pour aller vers la politique, pour rejoindre voilà tout son père, son grand-père. Et bon, son grand-père qui n'était plus déjà là en fait, qui était déjà décédé. Et du coup, il fait appel à Mari Selvaraj parce que il se dit voilà, c'est une manière de montrer qu'il est capable de faire des choix pertinents en travaillant avec des acteurs, des réalisateurs à la portée sociale importante. Donc Mamanan, c'est le film le plus commercial, même si on voit tous les aspects du cinéma, tout ce qu'on peut, enfin les choses qui nous intéressent du cinéma de Mari Selvaraj, mais on sent que voilà, il y a une portée commerciale qui fait que attention, faut pas aller trop loin. Le film est presque trop didactique aussi, même par moment. Tout à fait, mais il y a quand même des grosses fulgurances, en fait, qui font qu'il y a quand même, c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré, cet aspect attention, en fait, il faut pas froisser trop de gens, en fait, à travers ce film. Marie Sévrage arrive à quand même à amener des fulgurances, voilà, des choses qui font que, voilà, on reconnaît sa patte et notamment dans la manière de mettre en scène les animaux. Ça, c'est quelque chose, c'est une figure très importante dans la filmographie de Mari Severaj, c'est les animaux. Comment mettre en scène les animaux et la symbolique derrière les animaux. C'est dans tous ces films, que de Parirum Perumal jusqu'à Jusqu'à Bison, en fait. et qui amène, qui est là aussi un reflet de la bestialité en fait chez l'homme en fait. Et du coup, on essaye voilà, il essaye à chaque fois d'amener un animal en fait qui va venir amener cette symbolique dans chaque film. Dans Pallium Perumal, on a droit quand même, voilà, enfin, je pense que c'est sans exagérer en fait à une des introductions les plus marquantes que j'ai pu voir en fait jusque dans ma modeste vie. Cette scène avec cette chienne en fait, hein, qu'on appelle Karupi dans Pelum Perumal. Enfin, moi, en fait, les 20 premières minutes, elles m'ont marqué, mais comme pas possible, avec cette chienne. Et le sort de la chienne, en fait, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas envie de spoiler, en fait, hein, mais pour moi, c'est une des introductions mettant en scène un animal qui m'est le plus marqué, en fait, dans ma modeste vie. Et c'est quelque chose qui va être récurrent dans le cinéma de Mari Selvaraj, parce qu'on va retrouver cette symbolique animale dans tous ses films, en fait, avec donc la chienne dans Payum Perumal, dans Karnan, c'est la vache, dans Mamanen, en fait, on a les chiens et les cochons, et dans Valley, c'est l'âne. Non, pardon. C'est la vache. La vache, c'est dans Valley, c'est l'âne dans Karnan, donc les chiens et les cochons dans Mamanen. Non, la vache, pardon, dans Valley. Allez, on va y arriver. Et puis, bon, bah voilà,
Et Bison, en fait, il y a Bison, mais il y a aussi, comment dire? Le bélier, en fait, cette espèce de bélier, qu'on retrouve dans Bison, en fait et c'est une espèce de reflet de la bestialité, et enfin de témoignage, en fait, à travers l'animal qui reflète aussi, voilà, un peu les travers de voilà, de ces personnages. Il a une manière de filmer les animaux, de voilà, de les mettre en scène que j'ai rarement vu dans le cinéma. Ça me rappelle un peu Jean-Jacques Hano aussi, dans le cinéma français, sa manière de filmer les animaux et d'amener aussi, pareil, ce rapport à l'homme et du coup, c'est une manière de représenter le drame rural, en fait, avec ces nouveaux codes, en fait, que jamais, en fait, on avait vu auparavant. Voilà, qui se rapproche, plus d'un cinéaste comme Bharati Raja, grand Manitou, en fait, de la culture rurale, en fait, dans le cinéma tamoul, qui a initié, le genre, en fait, avant que d'autres cinéastes arrivent et vulgarisent, en fait, avec des titres de films qui allaient, carrément représenter l'appartenance castéiste et ça a été pulvérisé par, justement, des cinéastes comme Mary Selvaraj et c'est ça qui est fort et c'est là où, en fait, son cinéma a un écho hyper actuel, en fait et réaliste sur la condition actuelle, en fait, des Dalits dans ces villages et dans le monde rural. Et Mahaman était aussi une réponse de Selveraj à un autre film qui était Tever Magan, qui était un film écrit et dans lequel jouait Kamal Hassan, qui est un film qui a beaucoup critiqué Selveraj à l'époque. Exactement, oui, parce que justement, je te parlais à l'instant de ces titres de films, en fait, avec, là, on mettait en évidence, en fait, l'appartenance, casteiste, en fait, un Dever. Dever étant une caste et Dever Magan, en fait, c'est le fils d'Ever, c'est le fils, prodige, en fait et donc du coup, il y avait une mise en avant, en fait, à travers, tous ces films, en fait, où on montrait, en fait, la condition des gens, en fait, dans le monde rural, mais voilà, avec, le sauveur, en fait, qui était incarné par, quelqu'un qui appartenait à une caste, supérieure. Il y avait notamment un autre film aussi, qui est considéré comme culte aussi dans le cinéma tamoul qui s'appelle China Kaunder. Kaunder étant, aussi, une caste, supérieure, en fait, dans le monde rural, quoi. Et là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus avoir, en fait, ce type de titre de film et de représentation parce que c'est une autre forme de représentation. On veut montrer, le monde rural sous une autre image plus réaliste, en fait, avec, des gens, en fait, qui sont exploités dans des conditions très pénibles, notamment, en fait, voilà, là, on peut parler du quatrième film de Mary Selvaraj, Valley, où justement on parle de la condition de ces personnes, de ces populations qui sont très peu en fait finalement. On les voit dans leur maison un peu à part et quand ils viennent travailler en fait on leur fait comprendre que ils sont à part en fait parce qu'ils montent pas forcément dans les mêmes véhicules pour aller au travail ou soit ils sont pour aller sur les plantations de bananiers ou soit ils sont obligés de faire le trajet à pied contrairement aux autres en fait qui sont véhiculés et qui ont d'autres privilèges. Donc voilà, donc là, la représentation est différente. Elle est sèche, elle est viscérale. On voit leur dur labeur, on voit toute la déchéance aussi parce qu'elle est psychologique, elle est frontale. On montre l'humiliation au quotidien aussi parce que par rapport à l'appartenance, castéiste et il faut savoir que dans le cinéma de Mary Severach, il y a une thématique qui est très, très, très courante et qui est aussi, très importante en fait, hein, dans son combat en fait pour, la représentation, c'est, l'accès à l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui revient dans tous ces films et c'est montrer comment les Dalits accèdent à l'éducation et comment ils vont se battre pour pouvoir, accéder socialement à d'autres privilèges, d'autres fonctions et ça, on le retrouve systématiquement dans tous ces films. Mais Que ce c'est soit vraiment au cœur de Valhalla, hein, puisque c'est son film qui est quasiment le plus autobiographique. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est son film le plus personnel, hein. Aujourd'hui, Varley, c'est vraiment le film le plus personnel de Mary Severach parce que du coup, voilà, c'est beaucoup de choses qu'il a vécues dans son enfance. On retrouve aussi, les mêmes scènes en fait, hein, qu'on a vues dans Parim Perumal en fait, où, on voit l'élève en fait qui est fasciné par le comment dire? La figure, de l'enseignement, la maîtresse, donc voilà, donc du coup, c'est l'enfant, en fait, par exemple, dans Valley qui est amoureux de sa maîtresse parce que voilà,
elle détient tous les codes en fait et tous les moyens en fait de s'élever en fait, hein, à travers, l'enseignement et qui peut le sortir de sa condition et donc du coup, tout est axé sur l'enseignement et ce côté échappatoire à l'enseignement peut te sortir de ta condition et peut t'élever et ça, c'est au centre de tous ces films et Et dans Valhalla, il y a même aussi l'émancipation par le cinéma, parce que toute une partie des discussions entre les deux jeunes garçons tourne justement ouais. entre la rivalité à l'écran de Kamala Hassan et de Rajinikanth. Exactement, parce que l'éducation et le cinéma, parce que on retrouve, des allusions au cinéma, en permanence dans ses films, parce que c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même, en fait, quand il vivait, dans son village à Puliangkulam, justement et ce que je disais, c'est que c'est un village, en fait, qui était très porté sur le 7e art, en fait, hein, qui avait une fascination pour le 7e art, qui était très sensible à toutes les grandes sorties du moment, et donc forcément, ça se ressent aussi dans son cinéma, dans sa filmographie, dans ses films et donc, on a des personnages qui s'accrochent aussi à des références cinématographiques qui vont venir aussi se greffer à l'éducation et c'est des choses qui vont élever le personnage, en fait, dans une espèce de parcours initial, en fait, où il va, évoluer avec tous ses codes pour pouvoir sortir de sa condition, quoi. Très bien, venons-en donc à Bison. Tu disais Valhalla, ça a été un gros succès. Est-ce qu'ici, il a un budget plus large pour faire ce nouveau film? Est-ce que c'est un film attendu? C'est quoi un peu le contexte dans lequel sort ce cinquième long métrage, si je dis pas de bêtises? C'est pas un gros budget, enfin, non plus, en fait, hein, parce que il s'associe à nouveau, en fait, avec, Ranjit. Pas Ranjit avec qui il avait pu faire son premier film. Il s'associe donc à Ranjit avec Neelam Productions, donc fief de la cause Dalit. Et donc il y a une autre boîte aussi qui est Applause Entertainment, une autre boîte en fait qui est basée plutôt dans le nord de l'Inde. Et mais voilà, l'idée c'est que il y a tout pour plaire aux fans de Mary Selvaraj, avec toujours en fait cette volonté d'amener un sujet d'une certaine manière commerciale, tout en piratant le système et en amenant en fait des thématiques plus fortes, plus violentes, plus rugueuses. Et Bison, c'est pour Mary Selvaraj et l'archétype même du film qui peut réunir tous ces ingrédients. Et là, pour le coup, il s'inspire de la vie voilà, d'un personnage réel, en fait, qui est Mahanadi Ganesan, joueur de kabaddi, en fait, hein. Le kabaddi, en fait, est donc le sport qui est traité dans Bison, qui est un sport national, voilà, qui est aussi important, presque aussi important, je dirais pas aussi important, mais qui, d'une certaine manière, d'un point de vue national, en fait, a une portée, une autre portée un peu plus sociale que le cricket, qui est le sport national par excellence en Inde. On peut juste expliquer que c'est Ouais, une sorte de lutte qui se joue par équipe, comme avec une sorte d'affrontement avec un joueur qui doit entrer dans le terrain de ses adversaires, essayer d'en toucher le maximum et ressortir du terrain avant d'être touché. Oui, Pour exactement. résumer très grossièrement, non, il doit poser le pied ou une main par terre, même s'il est touché, ça va, je crois, si j'ai bien compris. Oui, voilà et en fait, le truc, c'est qu'il peut être, happé, en fait, par l'équipe, par tous les membres de l'équipe adverse et il faut il revienne, en fait, sur son terrain, enfin, dans son espace pour pouvoir, voilà, gagner des points, en fait. Juste, on va peut-être parler un petit peu du Kabaddi pour introduire le film, puis après on introduira le film de manière un peu plus ciné, voilà, conventionnel. conventionnelle, ouais. Mais donc, Bison, c'est un film où ce sport, le Kabaddi, est très souvent représenté. C'est au cœur, enfin, c'est un des cœurs du film. Et donc, il y a ces deux équipes qui s'affrontent sur un terrain. Et il y a un truc que j'ai remarqué et qui peut-être a une signification aussi dans le film. Les gens se font éliminer au fur et à mesure du jeu, hein, si j'ai bien compris. Mais ceux qui défendent à un certain moment doivent se tenir la main. Si tu peux expliquer un peu ce truc-là. En gros, en fait, si on doit essayer de rapprocher ça à notre sport, on pourrait parler un peu de la balle aux prisonniers. L'idée, c'est, dans la balle aux prisonniers, c'est d'avoir cette balle et d'essayer de toucher un personnage, enfin un adversaire. Et ensuite, après, il y a ce système en fait où tu te fais toucher, tu vas dans la cage en fait, enfin du côté de T'es prisonnier. t'es prisonnier et puis il faut que tu arrives à trouver un moyen
de ressortir en touchant, un de tes adversaires. Et il y a un peu cet esprit-là dans le Kabali, mais le problème, c'est qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que tu dois aller sur le terrain ennemi, en fait, hein, dans l'équipe adverse. Et là, en fait, il faut que tu arrives à toucher, quelqu'un, et en même temps, en fait, il faut que tu reviennes dans ton camp, sans que les autres s'agrippent à toi, en fait, et te retiennent sur leur espace. Mais il y a des codes, en fait, qui sont différents selon, la géographie aussi en Inde, en fait, hein, parce que le Cavalier, je crois qu'il se joue pas de la même manière selon un État, Selon les États, ouais, ouais. ouais. C'est très technique, hein, le Cavalier, en fait, hein. Même moi, je pense que je pourrais pas, donner avoir tous les aboutissants et tout, mais Mais ça reste que de toute façon, dans le film, malgré le fait que ça soit un peu difficile pour nous de l'expliquer là devant nos micros, ça reste extrêmement limpide dans la manière À fond. dont toutes les séquences de Kabaddi sont filmées en fait. oui, parce que, c'est la mise en scène, hein, de Marie Sévrage qui permet aussi d'impliquer, plus facilement le spectateur. Parce que là, du coup, il a une manière, très immersive de suivre, en fait, le personnage de Kitan, donc incarné par Dhruv Vikram. Et du coup, on le suit, en fait, on est un peu dans sa peau, en fait. Et avant même d'attaquer cette partie de Kabali, il y a déjà une vraie implication du spectateur dans la quête de Kitan, parce que du coup, on suit son parcours, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut sortir de sa condition via le Kabali, et qui est confronté à tous les obstacles familiaux, les obstacles sociaux, religieux, et toutes les contraintes aussi géographiques et autres, en fait, hein. Et du coup, on pourrait se prendre la tête à essayer de comprendre les règles quand on voit le film, mais finalement, je pense que quand on voit le film, on est plus happé dans l'idée de s'identifier au personnage et de le suivre dans sa quête, et voilà, d'espérer que le personnage évolue dans le bon sens, en fait, pour que voilà, il puisse sortir de sa condition, parce qu'il est confronté à tout, en fait. Là, c'est ça, hein, Kitan, en fait, c'est pour ça que Bison n'est pas qu'un simple film, un drame sportif. C'est un film voilà, qui s'inspire un peu des films, voilà, sur la question sportive, en fait, sur la compétition, sur les questions sociales dans la compétition sportive, en fait, hein, comme sait le faire le cinéma américain. Et va aller au-delà de la question sportive pour amener des thématiques beaucoup plus fortes, comme la question castéiste, l'acceptation, en fait, dans le sport. Et il va encore amener un autre degré beaucoup plus, voilà, propre à lui, en fait, avec le côté un peu polar, en fait, avec les rivalités entre deux figures mafieuses, en fait, hein. Et du coup, cette confrontation, cette rivalité entre les deux figures mafieuses a un impact sur le sport, et sur les gens qui sont impliqués dans ce sport. Et là, c'est là où, en fait, il est très fort, Marie Selveraj, parce qu'il amène le film vers des horizons complètement inattendus, en fait, où le personnage qui est juste en train voilà, de s'élever d'une manière sportive, va être confronté à une violence quotidienne. Et c'est là où le père le met en garde, en fait, et lui interdit de continuer, parce que plus il va rentrer dans cette quête sportive, plus, en fait, il rentre dans la spirale de violence. Et c'est là où le film devient hyper viscéral, et voilà, hyper poignant aussi, parce que voilà, le drame familial passe par d'autres questions, en fait, et on jongle entre le drame sportif, le drame social, le drame rural et le polar, avec des figures emblématiques. Et d'ailleurs, on retrouve un acteur, voilà, un acteur-réalisateur, en fait, hein, qui est Amir. On a l'impression de retrouver le même personnage qu'il a incarné dans Vala Chennai de Vetrimaran, donc film très scorsésien par excellence, avec Dhanush. Et du coup, Mary Selvaraj, en fait, joue constamment avec les codes de plusieurs genres dans un même film, affole les compteurs, en fait, en disant où est-ce qu'on se positionne, en fait, dans le film. Mais ça reste quand même fluide, parce que on suit quand même la trajectoire de ce personnage de Kitan,
même s'il est confronté à toutes les agressions extérieures, on continue dans les codes du film sportif et voilà et il montre que le film est d'autant plus riche en fait dans sa narration et voilà et qui en fait une expérience qui est assez incroyable, quoi. Ouais, enfin là, t'es déjà bien entré dans le vif du sujet. Je propose qu'on fasse une petite pause. On écoute un bout de la bande-annonce de Bison, donc, avant de parler ensemble pleinement du film. கபடி 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 கபடின்னா உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்குமா என்ன? நம்ம ஊர்ல பிறந்துட்டு கபடி பிடிக்காம எவனாவது இருப்பானா? ஆனா அதே கபடி தான் கடைசியா என் புள்ளை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தணும்னு தெரியும். நம்ம ஊர் காட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கோவலை எவ்வளவு பெரிய ரவுடித்தனமா மாறி உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது, எனக்கு தெரியும். இந்த மாதிரியான ஊர்ல எங்களை மாதிரி ஆளுங்க புதிய தூக்கி முன்னாடி வைக்காம கத்திய தூக்கி முன்னாடி வச்சா குத்தி கிழிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ? என்ன பண்ணுவ? இதுக்கு தான்ல உனக்கு கபடியும் வேணா ஒரு மண்ணு வேணான்னு தலைபாடா அடிச்சுக்கிட்டேன். வந்த வழியில வம்பு விலை கொடுத்து வாங்கிட்டியாடா. சத்தியம் பண்ணல கபடி மயிரின் கடந்து அலைய மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணு. சத்தியம் பண்ணு. Bison, c'est donc bien plus qu'un drame sportif qui suit l'histoire de Kitan, un jeune joueur de kabaddi, donc ce sport dont on a parlé, et donc sa lente et difficile ascension de Kitan avant d'intégrer les rangs de l'équipe nationale de kabaddi aux Jeux asiatiques de 1994, où l'Inde affrontera le Pakistan en finale, donc de ce sport très populaire en Asie et en Asie du Sud-Est particulièrement. Alors, le rôle principal est incarné par Dhruv Vikram, qui était déjà dans Mahan de Kartik Subbaraj, dont on a parlé dans notre première émission. Pasupati joue le rôle de son père, qui s'appelle Velusamy dans le film. Amir, donc, dont Logan vient de parler, joue le rôle de Pandya Raja, une espèce de parrain local, mais en même temps une figure aussi bénéfique qui fait bouger les lignes. Il y a Lal qui est Kandesani qui est Figure plus trouble, elle. moi, si j'ai bien compris, il est du village adverse, il est un peu plus dans les traditions. Je pense que d'après son habillement, je pense qu'il doit être d'une caste supérieure. Il y a Anupona Parameswaran qui est Rani, qui est le love interest du film. Voilà. Et donc, Manu, après que Logan nous ait déjà dévoilé un peu son avis sur le film, Manu, qu'en as-tu pensé, toi? Ben, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Logan, mais moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le film, c'est effectivement comment Salvérage hackait un petit peu ce drame sportif un peu attendu en y ajoutant de nombreuses couches et en visitant différents genres. Et surtout, ce qui m'a fasciné, c'est la construction qu'il fait de son héros, qui est en fait une construction de héros auquel on est assez peu habitué, qui est en fait une addition de toutes les personnes qui, à un moment donné, malgré le système castéiste, malgré l'enfermement et le conditionnement de la société, vont à un moment quand même lui tendre la main. Tu parlais justement dans le kabaddi, cette idée de tendre la main. Il y a quand même cette idée que le personnage est aussi le fruit de tous ces gens qui lui ont permis à un moment d'ouvrir une porte, que ce soit sa sœur vis-à-vis des craintes de son père, que ce soit son professeur, que ce soit effectivement pas ces deux chefs de gang, mais d'une certaine manière ces deux chefs de gang qui en s'affrontant quand même ne le mettent pas au centre de leur conflit, font fi de leur conflit pour quand même laisser vivre sa passion, ça soit au niveau des recruteurs qui vont lui faire intégrer malgré tout cette ligue nationale, jusqu'au capitaine de l'équipe de kabaddi qui va le mettre en avant lors de cette finale, comment il déjoue aussi le récit nationaliste qu'on pourrait attendre justement parce que le film s'ouvre sur la confrontation entre l'Inde et le Pakistan, donc on peut s'attendre à quand même une forme de nationalisme un petit peu attendu dans ce type de récit, de la manière comment en fait il le mine, il le détourne. On y retrouve aussi toutes les fulgurances du cinéma de Marie Salvérage,
notamment dans cette manière, je trouve, très habile d'utiliser le noir et blanc pour figurer le présent, en fait, le temps présent qui est l'ouverture du récit, et comment les flashbacks sont comptés en couleur, et montre d'une certaine manière comment, en fait, le personnage est aussi prisonnier de tout cet ancrage et de toute cette colonne vertébrale qui l'a amené jusqu'où il est, et qu'au-delà de la pure logique castéiste, il y a aussi des logiques d'enfermement qui sont des logiques de peur qui sont intégrées chez les personnages, que ce soit la peur du père, mais qui fait écho à celle de la peur de la mère dans Valhalla, qui sont ces conflits presque générationnels qui opposent les personnages dans le cinéma de Selverage, et comment on arrive un peu à briser cette spirale, en fait. Ouais, je peux enchaîner. Moi, c'est aussi un film qui m'a vraiment franchement séduit. J'entends tout ce que tu dis. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est en fait comment thématiquement le film s'ancrait. Donc, c'est justement cette espèce de violence larvée, ces espèces de conflits qui s'enlisent et qui sont comme séculaires, qui paralysent, qui sont même tellement vieux qu'on ne sait même plus. Je crois qu'il y a un moment, le personnage donc de Kandesani qui dit à un moment, oui, enfin, on se tape tellement sur la gueule et on se déteste tellement qu'à un moment on oublie un peu pourquoi. pourquoi. Et ce truc-là, je trouve qu'il est vraiment travaillé sur plusieurs niveaux, parce que donc tu as le père de Kitan et son voisin, enfin, ou en tout cas le père du non, le frère, si je dis pas de bêtises, du love interest de Kitan, qui peuvent pas se saquer. Tu sens qu'il y a une espèce de conflit de village que tu comprends pas très bien. Enfin, moi, les détours des conflits, je les comprenais pas très bien, mais on sent en fait le poids de conflits qui sont liés aux traditions ou qui sont liés à des choses qui sont du passé, en fait, et qui empêchent le personnage, je trouve, d'avancer tout le temps, et ça à différents niveaux, jusqu'à cette vieille rivalité entre l'Inde et le Pakistan qui est là depuis 42, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça thématiquement vraiment super fort. Après, je trouve que le film la photo du film est splendide. Je trouve en plus que là, je retrouvais vraiment ce que Logan nous avait expliqué du cinéma tamoul pour la première émission qu'on avait consacrée au cinéma tamoul, très ancré de manière rurale, très très ancré, et en même temps extrêmement politique, avec des thématiques sociales extrêmement fortes. Ça, je l'ai trouvé vraiment en plein dans ce film-là, et je trouve que l'équilibre est très très bon. Après, je dois pas cacher que je trouve que le film a quelques petites limites ou quelques petits problèmes, notamment dans sa structure. Enfin, je trouve que quand je dis love interest, c'est un peu réducteur, mais enfin, non, justement, ça pourrait être méchant. Et en fait, là, je trouve que tout ce qui est lié au personnage féminin est vraiment sous-exploité, passé sous le tapis, et ça vient parasiter, pardon, plutôt, je trouve, le récit principal. Je sais pas si ça a parasité, je pense que c'est, à mon sens, si on s'en tient au love interest justement du film, je pense un des écueils du film, et qu'on ressent, je pense, beaucoup plus dans la fin, c'est que en fait, il n'y a pas assez de temps entre eux, entre guillemets, qui est montré pour que réellement ça soit moteur à la toute fin, quand on s'apprête à la marier et qu'il y a tout un arc autour de ça. Et cette tension dramatique, à mon sens, ne prend pas. Il y a aussi une manière un peu de presque évacuer ce personnage dans les derniers tiers du récit. Mais pour moi, c'est un écueil que j'ai eu déjà dans d'autres films de Selverage. Déjà dans Carnan, le love interest disparaissait progressivement du récit, n'était pas complètement traité. Il y a ces petits éléments en fait qui sont là. Alors, il y a énormément de personnages. C'est un film qui visite beaucoup de genres, mais il traite d'énormément de personnages. Qui reste quand même d'une certaine fluidité. Et qui est extrêmement fluide. Mais je pense que c'est peut-être là quand même qu'il y a un écueil où à ce moment-là, il n'arrive pas complètement à gérer cette relation. Après, j'ai un truc sur le personnage du père aussi, parce que je trouve qu'au niveau de son jeu, il est dans un truc un peu plus démonstratif. Il est moins sobre en fait que le reste du casting. Donc moi, j'avais une résistance par rapport au personnage du père, mais en même temps, à la fin, je trouve que c'est lui qui a la scène la plus émouvante, quand justement il demande aux policiers d'absolument laisser passer son fils qui doit aller rejoindre l'équipe nationale. Donc voilà, j'étais un peu en demi-teinte par rapport à ce personnage-là. Et après, je trouve que
le film, il est dans un espèce de flux comme ça, où je trouve qu'il y a pas beaucoup de variations, en fait. Parfois les scènes fortes, sont un peu noyées dans une espèce de continuum comme ça de bruit de fureur qui manque un peu de variation, je dirais. Et voilà, grosso modo, ce que j'ai pensé du film. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Mais par contre, je sentais que il y avait des choses qui m'échappaient, qui étaient liées au système des castes. Et je sais qu'il y a énormément dans la culture indienne de codes qui permettent de reconnaître à quelle caste appartient qui. Et c'est vrai que nous, là, pour le coup, c'est des choses qu'on sent, enfin en tout cas en tant que néophyte, des choses que je pressens plus que je n'arrive vraiment à lire, quoi. Et ça, c'est peut-être un peu difficile pour nous à appréhender, quoi. Ce, ces codes, en fait, voilà, je pense qu'on peut les décrypter à la longue. En fait, il faut pouvoir, voilà, un peu peut-être revisionner le film, revisionner en fait le cinéma de Mary Silverach, et après peut-être voilà décrypter certaines choses et tout. Parce que c'est vrai que l'idée, c'est voilà, c'est ils essayent pas en fait, hein, que ce soit Mary Silverach, Ranjit, Vetrimaran, même Karti Subaraj dans certains de ses films, ils essayent de voilà, d'amener en fait la question casteiste d'une manière fluide, narrativement et tout, sans que ce soit le parfait manuel en fait, de voilà, comment, quels sont les castes, comment les décrypter et tout ça. Donc, et Bison en fait, c'est un film qui est, je pense, qui à la revoyure en fait pourrait peut-être enfin pourrait encore se bonifier, j'en suis sûr. Je sais que quand je revois ces films, que même son film le plus mineur, même s'il a des thématiques fortes, mais qui reste mineur par rapport à ce qui nous habitue, Mamanen, en fait, voilà, il y a des choses que voilà, j'ai redécouvert au second, voire troisième visionnage. Et voilà, Bison voilà, fait partie de cette catégorie de films qui pourrait se bonifier. C'est un film qui n'a pas été évident à faire. Je le sais parce que j'étais en contact avec Mary Selvaraj et ses producteurs en fait pour poser Bison à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, notamment avec Étienne Dubaï en fait de Night des films. On a tout fait pour que Bison soit présenté à Cannes cette année. On était en contact avec le comité de sélection. Ce qui malheureusement a pêché, c'est que le film n'était pas prêt au moment où en fait on était en train de faire les démarches, et il fallait une copie assez avancée pour que voilà on puisse prétendre à une sélection. Donc ce qui n'a pas abouti malheureusement. Je pense qu'il aurait eu toute sa place en fait au Festival de Cannes. Mais en tout cas j'ai vu que c'était un film qui stressait énormément Marie à l'époque en fait parce qu'il avait peur des retombées sociales et des retombées politiques. Il parlait même de procès à venir. Et donc c'était assez curieux de le voir stressé en fait pendant nos réunions, en disant ah je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée de le montrer à Cannes et tout. Ils vont me tomber dessus à Cannes et tout, parce que du coup le film était prévu pour le mois d'août. Enfin voilà, je pense qu'après toute la post-production et les premières versions du montage, ils se sont dit bon voilà, il y a un gros potentiel. Qu'est-ce qu'on va faire du film? Bah, allons-y, essayons de le proposer pour Diwali, quoi. Donc c'est la fête extrêmement populaire qui est une fête hindoue qui est fêtée partout en Inde au mois de novembre, hein, si je dis pas de bêtises, la fête des Lumières. C'est ça. En fait, d'une année à l'autre, en fait, ça peut être en octobre ou soit en novembre. Cette année, c'était en octobre. Et du coup, en tamoul, on dit Dibavali, en fait, hein, parce que chez les Tamouls, vous entendrez dire Dibavali. Et dans les autres États, on entend Diwali, parce que ça s'écrit Diwali. C'est Et du l'équivalent du coup, week-end de Thanksgiving en Inde. ouais, oui, mais à une autre échelle, hein, enfin, vraiment, parce que en Inde, c'est énorme. Il faut vraiment voir, en fait, comment c'est fêté. Et il y a une ampleur qui est assez importante. Ça envoie du feu d'artifice, il n'y a pas d'autorisation, hein. C'est quelque chose, en fait, hein. Et du coup, pourquoi? Parce que c'est la fête des Lumières. Donc voilà, il y a une grande représentation mythologique derrière, parce que c'est lié au Ramayana. Ça correspond en fait dans les textes mythologiques à, au retour
de la figure de Rama qui revient de son combat épique avec le démon Ravana, en fait, hein, qui avait kidnappé son épouse Sita. Et donc là, il y a une guerre mythologique avec Hanuman et compagnie, en fait. Et donc Rama, en fait, a battu Ravana, en fait, et du coup ramène au pays, en fait, donc son épouse, en fait, qui doit passer par l'épreuve de la braise, en fait, pour montrer que voilà, que elle est toujours pure. Et du coup, dès qu'il est question de Diwali, c'est des lumières, c'est des pétards, c'est des feux d'artifice, c'est les petites, comment dire, les petites lampes en fait qu'on allume dans chaque foyer. Et puis même dans les tenues vestimentaires, c'est très très coloré. Et donc du coup, dans l'industrie cinématographique, qu'est-ce qui se passe en fait lors de ces festivités? On sort des films qui peuvent divertir, qui peuvent rameuter les familles dans les salles et faire un carton, voilà, faire un maximum d'entrées. Donc il y avait cette culture, cette tradition de montrer des films très commerciaux à la base. Et donc c'était les films de Rajinikanth, des films de Vijay, des films d'Ajit Kumar. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'avec l'arrivée de ces réalisateurs comme Vetrimaran, comme Kartik Subaraj, Ranjit et Marie Sevaraj, c'est que les distributeurs, en accord avec les producteurs, se sont dit, OK, on va essayer de changer la donne. Et c'est vrai qu'un des films qui a un peu changé la donne sur le type de film qu'on sortait à cette période, c'est Jigartanda Double X de Kartik Subaraj. Personne s'y attendait à ce type de film. Et là, la sortie de Bison, en fait, pour ces mêmes festivités et qui fait que le film est un carton incroyable, euh, vient confirmer cette tendance du public qui recherche des thématiques beaucoup plus fortes, des histoires plus fortes, beaucoup plus ancrées dans la société. Et du coup, voilà. Donc là, il y a un chamboulement dans le cinéma tamoul. Et là, du coup, en fait, on a la confirmation, la énième confirmation avec ce film, quoi. Et encore un film qui est pas forcément porté par une tête d'affiche parce que Dhruv Vikram a pas encore une très grosse carrière. C'est le fils de Vikram, mais c'est pas encore un acteur qui est très installé. Et il a notamment commencé assez tôt à travailler sur ce film pour déjà apprendre le kabaddi. C'est un film qui, quand même, qui a pris un petit peu de temps à se faire et tout. Et il y a eu une préparation physique, une préparation sportive, en fait. Donc voilà, un film qui s'est pas fait comme les autres films, parce qu'ils tournent très vite en Inde, hein. Je pense que je vous l'apprends pas, mais les films indiens se tournent très vite à partir du moment où ils ont une idée. En fait, la pré-production se fait très vite. Et derrière, voilà, ils arrivent très rapidement à trouver les investisseurs et les projets se montent très vite. Là, ce qui s'est passé avec Bison, en fait, c'est que c'est vrai qu'il était déjà en train de tourner ses films précédents, qu'il était déjà, enfin, Varley était déjà en train de tourner Varley, qu'il travaillait déjà sur Bison, en fait, hein. C'est comme ça qu'il travaille en Inde, notamment, enfin, en Inde en général, en fait, hein, pas que dans le Tamil Nadu, en fait, hein, dans toutes les industries. Et du coup, je pense que voilà, l'idée, c'était voilà, de travailler avec voilà, l'espèce de valeur montante. Dhruv Vikram, qui a fait vraiment son petit effet sur Mahan de Kartik Subaraj, en fait, hein, en flic, comment dire, assez hard-boiled, en fait, et assez, voilà, assez cruel, en fait, en même temps aussi, a fait son petit effet et il a marqué un peu les esprits. Et puis voilà, on se demandait quand est-ce que on allait le revoir, en fait, dans un film où, en fait, il allait avoir seul la tête d'affiche et tout. Et du coup, voilà, le fait qu'il soit associé à Bison, en fait, c'était une manière aussi de confirmer son talent, de montrer l'héritage aussi, sans voilà, partir encore dans l'énième débat sur le népotisme et tout. En fait, montrer juste que voilà, c'est un acteur bon, voilà, qui a hérité du talent de son père et qui demande juste à confirmer son talent. Et il tient le film haut la main. En fait, il est aidé, hein, en fait, par les personnages secondaires, hein, sans problème. Là, tout à l'heure, on parlait du love interest. C'est vrai que Anupama Pareshwaram n'est pas forcément une révélation dans le film et tout. On l'a vu dans d'autres films, beaucoup plus convaincante dans d'autres films. Elle a une certaine présence, mais bon, voilà. Mais l'intrigue amoureuse enfin, voilà, n'est pas
convaincante. C'est un prétexte, je dirais, pour montrer, juste le conflit, en fait, qu'il peut y avoir entre, le frère, l'acteur qui joue le frère, de Anupama et puis le père incarné par Pasubadi. En fait, voilà, c'est juste pour montrer encore une fois l'énième, rivalité familiale, rivalité sportive aussi parce que le frère de Anupama aussi a une place importante dans l'équipe, de son village et il veut pas justement qu'un un gamin en fait, puisse, lui, damer le pion et donc du coup, voilà, c'est un prétexte et tout, donc il Mais utilise la sœur. ouais, je pense que la relation a peut-être mieux fonctionné s'il était allé au bout de ce parallèle avec ce qu'a réprimé entre guillemets sa sœur. Parce qu'au tout début du film, il y a ce parallèle qui est joué entre l'amour que n'a pas eu la propre sœur du personnage Oui, principal et ce qu'elle va reprocher entre guillemets au love interest du film. Et je pense que si cet axe-là était peut-être plus développé, ça aurait peut-être plus fonctionné parce que ça aurait développé en parallèle ces deux figures-là féminines. Tu sens qu'à des moments, il essaye quand même toujours d'établir ce parallèle entre ces deux personnages, mais je pense qu'il va pas jusqu'au bout à ce moment-là, quoi. Ou alors ça a été coupé parce que tu vois ça dans des montages, enfin des montages qui sont sur des musiques où tu as des espèces de plans entre les deux personnages féminins où tu comprends pas très bien en fait ce que ça fait là, si c'est une intrigue qui a été sous-développée ou si c'est les résidus d'un... Enfin voilà, C'est possible que ça soit quelque chose qui soit tombé au sur le banc de montage. montage, hein, c'est possible, je pense qu'il manque des choses, hein, je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être développées, hein, on le voit clairement en fait et finalement en fait, le personnage féminin le plus important est la sœur qui voilà, qui montre, un personnage, sacrifié par le poids, familial, par le poids traditionnel et tout. Donc c'est un personnage qu'on aurait voulu peut-être voir encore plus monter d'un cran en fait, juste ne pas, juste représenter la grande sœur qui défend son petit frère, face aux parents, face au père là du coup, et qui remplace aussi la figure maternelle. Je pense qu'il y avait moyen de voilà, de monter encore, d'un cran en fait, sur la représentation, fraternelle quoi du coup. D'après ce que j'ai compris et d'après ce que voilà, tous les échanges que j'ai pu avoir avec la prod et Marie Selvaraj et tout, ils ont beaucoup, beaucoup tourné. Je sais pas, enfin, c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait, peut-être creuser, voir en fait, parce que j'ai pas réussi à avoir aussi cette information dans les différentes interviews qu'il a données là récemment aux médias indiens, savoir si vraiment, cette version est son director's cut ou pas, quoi. mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qu'on disait, que tu disais que Dhruv Vikram était très bien entouré, c'est aussi, je trouve, toute cette construction autour du personnage. C'est un personnage assez taiseux, et je trouve il excelle vraiment dans ce côté un peu éponge qu'il a vis-à-vis des personnages, où tu sens une vraie intensité chez le personnage, mais qu'il est aussi, ce que je disais, la somme de tous ces petits personnages qui vont lui paver la voie, en fait. Mais c'est étonnant en fait le rapport à cet acteur parce que finalement il est assez monocorde, il est un peu toujours sur la même note, mais fondamentalement le personnage reste hyper attachant et tu restes vraiment sur son trajet quoi. Mais je le trouve moins convaincant en fait, quand il partage les scènes avec, Anupama. Alors, Anupama étant ah oui justement avec le personnage de la jeune femme. Ouais, le fait qu'il la rejette, qu'il soit mal à l'aise en fait, en même temps en fait, qu'il y ait une ambiguïté parce qu'on sent qu'il y a une espèce d'attraction mais sous-jacente et tout et il ose pas parce qu'il est complètement écrasé par le poids des événements et tout et là, dans ces scènes-là, je le trouve, moins convaincant en fait, Mais il y parce a que, deux, excuse-moi, il y a deux trucs que j'ai pas saisis avec cette histoire. C'est déjà il y a une différence d'âge qui est reprochée. Si j'ai bien compris, c'est C'est la elle qui est plus fille qui est âgée. plus âgée ouais, ouais. et ça pose apparemment un gros problème. Et d'autre part, je n'ai pas compris si s'il y avait un problème de caste entre les deux familles. C'est juste une question d'âge. Il y a pas de problème en fait, castéiste en fait parce que, les 2 sœurs travaillent ensemble en fait dans les rizières. Par contre, dans ces codes bien précis, la femme ne peut pas se mettre avec un homme plus jeune quoi et donc c'est le cas donc du coup, il y a gros tabou, grosse controverse là-dessus et il y a toute une sous-intrigue là-dessus Mais il y a mais tout je un trouve truc culturel qui fait que tu n'arrives. Enfin,
C'est difficile quelque part. Enfin, on l'achète au final, cette rivalité ou ce conflit qui prend des proportions incroyables entre les deux familles. On finit par l'acheter, mais c'est vrai que c'est hyper exacerbé, quoi, comme pour un Mm. spectateur occidental. Ouais, ouais, non, bien sûr. Mais après, moi, je le comprends à 200% pour avoir vu ça de mes propres yeux, en fait, et tout. Après, je me mets à la place de gens qui n'ont pas ces codes culturels et qui vont se dire, mais c'est quoi le problème, en fait, par rapport au fait qu'elle veut se mettre avec lui, il est un peu plus jeune et alors, et tout. Donc, c'est vrai que ça peut vite avoir un impact sur la compréhension de ces scènes, quoi, tout. Mais bon, voilà, enfin, heureusement, en fait, que relativement, ça se noie relativement dans le récit. Et tu sens que même il essaye d'y répondre aussi dans la fin avec la fille d'un des sélectionneurs qui lui ont permis d'intégrer l'équipe nationale. Où Ouais, ouais. c'est elle qui semble avoir un regard plutôt attendrissant, on va dire, sur. Attendri, attendri. Mais c'est attendri. Mais ça reste que, au-delà de l'écueil, ça reste compréhensible parce que ça répond à toutes ces dynamiques qui sont autour du personnage à différentes échelles. Donc, même si tu le captes pas complètement, tu le comprends par résonance avec tout ce qui se passe autour, toutes les rivalités à tous les niveaux et toutes les entraves que va connaître ce personnage-là, quoi. Et donc, tu comprends qu'elles sont aussi à tous les autres niveaux pour les autres personnages, quoi. Ouais, après, il y a un truc sur lequel on n'a pas insisté, c'est que donc, enfin, on a parlé du fait que le film mariait beaucoup de niveaux, enfin voilà, le film de gangster, etc. Mais de nouveau, alors, on a un film avec des éclats de violence quand même assez dingues. Je veux dire, le niveau de violence qui est atteint en quelques secondes de temps, c'est assez, vraiment, ça secoue, quoi. Donc, on a parlé du fait que Selvaraj filmait extrêmement bien les scènes de sport et c'était très lisible. Et ce qui est assez aussi jouissif dans le film, c'est que les scènes de bagarre, qui sont quand même, il doit y en avoir 5-6 quand même dans le film. C'est des bagarres à la machette, donc c'est pas des petites Ouais, mais bagarres. ce qui est drôle, c'est que ça. Moi, j'ai trouvé que les. Ouais, enfin, des bagarres. Ouais, ok. Les règlements de compte sont. Il y a quelque chose de similaire, en fait, dans la manière dont le personnage principal se bat. Qui rappelle en fait, qui fait écho au rapport à l'animal dont parlait Logan, et qui font aussi écho à la manière dont il va se comporter sur le terrain. Je trouvais il y a une sorte d'harmonie stylistique qui était Ben, qui m'a plu. à la fois dans le côté offensif, des fois qu'il réprime, et de le côté aussi où il se met beaucoup en retrait. La première scène de violence qui éclate dans, dans un restaurant où son professeur vient de lui offrir à manger et de se retirer, et donc il y a un règlement de compte. Là, il se cache. Il y a Il beaucoup se de scènes où il cache se cache. littéralement, il se met en retrait. Donc tu as cette logique, tu vois, qui est aussi celle du terrain où on va avancer d'un pas pour aller Mm. reculer de deux pas. Et je trouve que c'est en ça que le film est hyper riche parce que il marie toutes ces dynamiques-là au sein de chaque scène, en fait. Et c'est hyper payant. Ouais, cette violence, on la retrouve, enfin, elle est très représentative, en fait, dans le cinéma de Murray Selvaraj, hein, parce que, enfin, on la retrouve d'une certaine manière, en fait, dans son premier film, en fait, hein, qui se veut pas du tout violent, mais dans les premières scènes, notamment c'est l'introduction avec la chienne, la chienne du héros, qui est victime, en fait, d'actes de malveillance et puis qui finit, en fait, sur les rails. C'est Gore. un peu gore, explicite et tout, et donc voilà, donc c'était une des rares fois, en fait, dans le cinéma indien qu'on voyait une scène aussi explicite par rapport à la violence animale. Et du coup, la question, c'était de savoir, en fait, ok, d'accord, bon, bah, c'est une scène isolée, on va peut-être pas, j'espère que voilà, on va pas avoir ce type comment dire, d'espèce de scène abrupte avec une explosion de violence et tout d'un seul coup, en fait, dans le récit. Et c'est pas le cas. Dans son deuxième film, Caraman, on a une violence qui est sèche, qui peut être déstabilisante pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir voilà, des policiers taper comme pas possible des innocents, en fait, et surtout des villageois qui n'ont rien demandé et tout. Mais on sent en fait qu'il y a quelque chose qui bout, en fait, quelque chose qui monte, en fait, et qui est, voilà, qui est sur le point d'imploser, en fait. Et je pense que dans Mamanen, c'est là où ça pète réellement, en fait, et que malgré les personnes qui sont derrière le financement de ce film,
on s'attend pas à ce que dans le film, finalement, le plus commercial, en fait, il y a des scènes d'une violence inouïe, quoi, en fait. Et là, je fais allusion, par exemple, à la scène où Fahad Fazil, en fait, massacre le chien. On est dans cette violence qu'on retrouve dans Bison, en fait, hein. Et du coup, voilà, ces 2 films-là, en fait, sont assez proches, en fait, dans cette violence, en fait, où on retrouve une violence qui prend aux tripes, en fait, et qui fait beaucoup penser, notamment, en fait, à la violence qu'on peut avoir dans les films de Gaspard Noé, par exemple, hein, en fait, hein, on peut penser, ça fait peut-être penser à la scène de l'extincteur dans Irréversible, en fait, où on voit un personnage qui est en train voilà, d'y aller qui va pas de main morte, en fait, qui, voilà, enfin, Albert Dupontel qui broie la tête du personnage. On a l'impression de voir ça à travers le personnage de Fahad Fazil qui massacre le chien, ou soit, en fait, les hommes de main de Kandasamy dans le restaurant, dans Bison, quoi. Mais ce qui est déconcertant dans Bison, c'est que ces 2 personnages mafieux qui s'affrontent ont aussi une conscience de l'engrenage de violence dans lequel ils sont. Ouais. C'est ça aussi qui est passionnant, parce que on va pas dire que c'est les 2 vieux sages du récit à la fin, mais il y a une forme de sagesse qui émane de ces 2 personnages, de rappel de tout cela est venu, cette lutte intestine entre deux. Qu'est-ce qui a motivé au départ ça, et entre guillemets la responsabilité qu'ils ont aujourd'hui de peut-être pas en contaminer toute la société vis-à-vis de l'engrenage dans lequel ils sont tombés, quoi. Donc c'est jamais, à mon sens, quand on s'attarde sur ces personnages-là, une violence qui est purement exutoire. Tu sens aussi le Non, il prix y a un engrenage, en fait. le prix qui a payé aussi. Dans Cardan, c'est assez flagrant dans le rapport de la violence contenue que peut avoir Danouche, même si à un moment il va réellement s'y livrer. Et c'est pareil pour Dhruv Vikram dans Bison, où tu sens vraiment cette tension du personnage à un moment de lâcher ce chemin qui va l'amener jusqu'à l'équipe nationale pour à un moment envoyer tout valser, quoi. Non, mais il y a une sorte de perte de sens, en fait. Il y a un truc où ils sont à un endroit où ils savent même plus pourquoi, en fait. Et c'est comme entre les deux, entre le père et le frère du Love Interest, c'est la même chose. Ils sont à un point où on a oublié quelque part même les raisons de la colère. du conflit. Et on est allé trop loin là-dedans, et pourtant la colère et la violence est toujours là, quoi. Et il y a un côté aussi où on peut pas revenir en arrière, et c'est des espèces de systèmes comme ça qui emprisonnent, qui sont une espèce de spirale de violence qui vraiment pour le coup n'a aucun sens, quoi. Oui, et puis pour moi, dans le film, c'est une traduction de toutes les violences qui sont exercées à différents niveaux, qui ont une représentation graphique, mais je trouve pas que ce soit vraiment pour moi, c'est pas du tout un écueil du film, justement parce Non. que c'est pas, il n'y a pas une forme de gratuité, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que je peux être aussi très friand de films extrêmement gore et qui se justifient pas de l'être, mais je vois aussi face à quel type de pellicule je suis. Là, je trouve qu'il y a vraiment c'est vraiment intégré dans le cadre du récit, dans la dynamique qui est au cœur de tout le film. Donc, En fait, c'est plus surprenant à en effet, la séquence du restaurant, c'est plus surprenant. Mais à ce titre, je trouve par exemple la séquence du bus, donc avec le bélier là, ou le bouc, je sais pas quoi, qui est la montée de la violence là, pour le coup, je l'achète complètement, quoi. Et je trouve que là pour le coup, la mise en scène et l'écriture de cette scène là justifie complètement quelque part le débordement que tu vas voir, quoi. C'est vrai. Très bien, eh bien, messieurs, je pense que nous avons amplement dépassé le temps que nous nous y étions fixés au départ, on l'a même voire doublé. Merci beaucoup encore une fois, Logan, d'être notre guide à travers notre exploration néophyte du cinéma indien, du cinéma tamoul. Et j'espère qu'on fera un film malayalam la fois prochaine. Tu nous Avec l'avais plaisir, hein, tu nous franchement. l'avais promis il y a 2 émissions, je crois. Et merci beaucoup, Manu. merci beaucoup à toi, Logan, merci beaucoup, Olivier. Merci de votre écoute, chères auditrices, chers auditeurs, et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Transmission. Ciao.